Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Chacun sait, il y a des joueurs qui sont portés par leur foi aussi. Exactement. Donc ça, tu peux pas savoir. Si, il a bu un litre d'eau, il a bu un truc. Il y en a qui mangent des McDo, ils mettent des triplés. Il y a aucune logique. Certes, mais chaque corps est différent. Quand vous avez Saint-Étienne, par exemple, la saison dernière, qui jouait son maintien et qui est descendu avec... Ils sont descendus à cause des joueurs qui ont fait le Ramadan. Je ne dis pas ça du tout, Samir. Je dis juste... Presque, là. Non. Benjamin, tu mangeais des McDo avant de jouer le dimanche? Jamais, des merguez frites. Frites dans le sandwich au merguez. Très bon. Samir Nasri, hier soir, sur le plateau du Canal Football Club. Une manière de revenir avec vous, messieurs, sur le débat autour de la gestion sportive du Ramadan dans le football professionnel, en marge évidemment de la polémique autour de Christophe Galtier. D'abord, est-ce que vous partagez l'analyse de l'ancien joueur marseillais, pour qui on se trompe de débat finalement et qu'il n'y a pas en réalité de discussion, d'enjeu autour de cette question de la gestion sportive du Ramadan, et c'est aux joueurs et aux coachs de voir... le cas échéant, si ils peuvent jouer ou pas chaque dimanche ou chaque samedi. Chérif Guimoire pour démarrer. Alors, faut bien tout séparer. Le point de départ de la discussion, c'est l'interdiction par la LFP d'interrompre les matchs avant la... Ça, c'est après. Là, je pense que Samir Nasri, lui, son point de départ, c'est la foi, la spiritualité du joueur et tout. Donc, c'est une chose qui peut s'entendre. À côté de ça, il y a deux autres points de vue qu'il faut mettre sur la table. C'est l'aspect sportif et à quel point faire le Ramadan, ça peut impacter ou pas. Il faut vraiment se poser la question. J'ai pas de... Et la troisième chose, c'est l'aspect médical. Donc, c'est ces trois choses-là. Est-ce que faire le Ramadan... Non, pardon. Et le troisième point, c'est l'aspect... spirituel, médical et sportif. Parce que ça a un impact sur les performances des joueurs. Oui, ça c'est l'aspect médical. Il faut se poser la question, parce que moi j'ai entendu, alors par exemple sur le fait de faire le Ramadan le jour des matchs et tout, paraît que c'est supportable et tout ça. D'ailleurs, on nous donne des exemples à la fois avec Benzema, qui a marqué, qui reste performant, et aussi, on me l'a dit, parce que je me suis intéressé à la question récemment, j'ai demandé les avis un peu à droite à gauche, on m'a dit qu'il y a des joueurs en NBA qui font le Ramadan et qui performent. Donc il faut en tenir compte. Au niveau on a vu aussi le cas d'Amrabat qui mange des dettes apparemment lors des interruptions et ça le Oui, donc au niveau de la performance du match et tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ramadan dure longtemps, ça dure un mois. Et est-ce que ça gêne au niveau de la préparation, de la récupération? Il paraît que ça pose des problèmes au niveau de la récupération. À quel niveau qu'on peut quantifier, on ne les connaît pas. Ça n'a pas été, entre guillemets, je déteste ce mot, modélisé. Donc il faut voir si ça a un impact, s'il y a un contre-coup après. Et l'autre élément que je voulais apporter, c'est que... le Ramadan, il ne faut pas oublier que c'est décalé dans le temps, année après année. C'est-à-dire 10 jours plus tôt, 10 jours plus tôt. Je pense qu'il y a certaines périodes où, a priori, ça peut être supportable. On est dans une période actuellement où ça peut être supportable. Moi, à titre personnel, j'ai fait le Ramadan un jour, une année, je l'ai fait 15 jours. Je l'avais fait au mois de novembre. Sincèrement, il n'y a rien qui impacte votre santé. Maintenant, le Ramadan, dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire le faire par exemple pendant une Coupe du Monde au Mexique en juin, juillet, avec une équipe musulmane qui peut aller loin dans la compétition. On va prendre l'équipe du Maroc qui est allée très, très loin. Est-ce qu'au niveau de la préparation, au niveau de jouer des matchs en altitude où il fait très chaud, ceci, cela, est-ce que le problème se pose ou pas? Et je rappelle en fait, enfin, qu'au niveau des prescriptions religieuses, les imams, ce qu'on appelle les docteurs de la foi... Ça peut être décalé, je crois, dans le temps. Oui, voilà, on peut rattraper les jours de Ramadan. Mais je pense que le truc fondamental, c'est qu'il faut discuter de tout ça de façon sereine. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui font le Ramadan. Il n'y en avait pas autant avant. C'est une réalité. On ne va pas commencer à taper sur Nasri, ceci, cela et tout. Non, sur ceux qui sont intervenus hier soir. Et c'est au niveau aussi des entraîneurs et des éducateurs à avoir le discours adapté, à aller voir l'imam, à aller voir aussi les études médicales. Peut-être que les études médicales nous diront que si, en effet, ça impacte au niveau de la durée, sur la préparation. Je prends un exemple tout bête, les stages d'avant-saison. On sait que c'est très, très éprouvant. C'est jusqu'à 3 entraînements par jour. 3 entraînements par jour. Donc, ça peut être au mois de juin. Ouais, en juin, juillet, de toute façon, avec les matchs amicaux et tout. Est-ce qu'on peut... Moi, par exemple, regardez,
fallait réfléchir à ces sujets-là. Je crois qu'il y a eu la CAN en 2019. Je sais plus si c'était pendant la période du Ramadan ou quoi que ce soit. C'était en Égypte. Comment les équipes musulmanes ont géré ça? Moi, si on me dit que les équipes musulmanes ont parfaitement géré la CAN en 2019, mais je ne sais pas si on est encore en période de Ramadan. Voilà, il faut se poser ces questions sereinement. Mais dire que il n'y a pas de problème, que que tout va bien, ceci, cela et tout. Non, si ça pose problème, c'est qu'il faut en discuter. Mais, David, mais qu'est-ce qui se passe cette année, quoi? J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe de plus que les années précédentes. Le Ramadan, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les ans, c'est géré dans les clubs, c'est géré en dialogue. Moi, je joue au foot amateur, très amateur depuis que j'ai 7 ans. Et depuis que j'ai 7 ans, j'entends des gars tous les ans qui font le Ramadan. Et en fait, c'est un dialogue avec le coach. T'en as qui disent, et là encore, moi, je joue au foot le lundi soir. T'as des gars ce mois-ci qui nous disent, moi, les gars, pendant le Ramadan, vous comptez pas sur moi. Ou t'en as qui disent, pendant le Ramadan, je viens, je commence le match 5 minutes après parce que je casse le jeûne. T'en as qui vont dire, moi, il y a 0 problème. Mais voilà, je vous prends un exemple de foot très amateur. Mais au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. T'as un dialogue, comme tu l'as dit, avec le coach, avec le médecin et avec individuellement, le mec, effectivement, sa foi, qu'est-ce qu'elle lui dicte. Et c'est là où il faut être, à mon avis, très respectueux de ça. Si le mec ne veut pas jouer pendant le Ramadan parce qu'il veut casser le jeûne en famille ou je ne sais quoi, ça c'est sa vie privée, tu dois absolument respecter. S'il veut jouer, est-ce qu'il est bon? Est-ce que ça inclut ses performances? Si la réponse est non, tu le fais jouer. Si la réponse est oui, eh ben effectivement, il commence sur le banc ou il joue pas. Mais c'est un dialogue interne au club, comme tu l'as dit, tu as tout à fait raison, je crois, sportif, médical et joueur. Mais qu'est-ce qui se passe cette année de particulier? Non, mais c'est l'affaire Galtier, tu sais très bien. Mais avant ça, il y avait Camboire qui avait une déclaration dans la presse qui disait, moi, pendant le Ramadan, voilà, il avait dit ça d'ailleurs. Un mec qui, je crois, Camboire a une position un peu plus stricte. Un peu plus stricte, ouais. Non, Camboire, c'est... Il dit que pendant le Ramadan, tu joues pas. De mémoire. Peut-être que c'est pas exactement ça. Si tu jeûnes, le jour du match, tu ne joues pas. Par contre, les séances d'entraînement, non, c'est open. Mais en fait, pour revenir sur la chronologie des choses, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a déclenché cette polémique? C'est qu'en premier, la Première Ligue et la Bundesliga ont décidé un break, en fait, comme ils font en fait une pause pour s'hydrater, pour la pause fraîcheur, pour casser le jeûne. Donc, première chose. Donc, il y a des voix qui se sont élevées. Ah bah tiens, et d'ailleurs, pas du tout à la demande des musulmans. Ça, il faut quand même le rappeler. Les musulmans, joueurs de foot en France, n'ont absolument rien demandé. Ils n'ont pas demandé ni à ce que les compétitions soient aménagées, ni à ce qu'il y ait une pause, ni à ce que cette pause soit médiatisée. Ils n'ont rien demandé. Ensuite, il y a eu une circulaire de la fédération qui a été envoyée en préconisant, en émettant certaines préconisations sur le foot amateur, parce qu'ils avaient eu vent de dérives, de ruptures de jeûne, qui auraient pris plus de temps, qui auraient interrompu de match. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans la pratique, très franchement, le Ramadan n'a jamais posé de problème en France, ou que ce soit au niveau sportif. C'est-à-dire que on aurait très bien pu le faire de façon complètement confidentielle. Ceux qui veulent casser le jeûne, on aurait pu, pour des raisons de confidentialité et de pudeur, s'arranger avec les diffuseurs en disant, bah voilà, à tel moment, il y a X et Y qui vont sortir du terrain, on va faire une petite pause, on va s'arranger, ne filmez pas. Parce que pour ne pas déclencher une polémique. Est-ce que c'est envisageable dans la société qu'on connaît aujourd'hui, vu l'état des débats, d'imaginer que les diffuseurs ne diffusent pas pendant 2 minutes? Mais non, même pas ne diffusent pas, juste ils n'axent pas leur caméra sur les gens qui sont. Mais forcément, ça aurait pu être. Non, mais ça aurait été commandé, c'est les années précédentes. Mais non, pas du tout, parce qu'ils prennent juste en fait un verre d'eau et une date. Et mais les années précédentes, c'était déjà géré comme ça, sans qu'on en entende parler. En fait, donc voilà, pourquoi ça crée simplement lié à Galtier ou non, mais je pense que encore une fois, quand Camboire a fait son interview, pareil, on a vu des extraits, chacun y allait de son petit truc. Et Giroud, il avait été voir l'imam et il avait dit que. Et t'as 10 articles de mecs qui disent voilà comment moi j'ai géré le Ramadan. Mais on s'en fout complètement en fait. Typiquement en fait un cas où, alors pour être un peu utiliser un vocabulaire juridique que tu vas comprendre, où la pratique, le case law en fait s'applique et s'applique parfaitement, mais où il faut qu'on légifère et qu'on rajoute une directive pour que. Mais ça se passait très bien en fait. Je veux vraiment. Et encore une fois, les musulmans n'ont rien demandé. Ils ont demandé aucun aménagement, ils n'ont rien demandé. Donc en fait, on les fait devoir s'expliquer pour un problème qu'ils n'ont pas du tout soulevé en fait, et qui se crée quasiment pas. Moi, les histoires du Ramadan, souvenez-vous, Alain Perrin avec Rafik Saifi et Farid Ghazi à 3, il y avait déjà eu des histoires en fait, qu'il avait refusé qu'un tel ou un tel fasse le Ramadan, mais on n'en avait pas fait tout un fromage. Vraiment, je trouve qu'il y a une hystérie collective qui reflète bien aussi parfois en fait, je pense que les tendances de la société. Après, il y a certaines... Ça rappelle aussi un peu la question des débats halal sous l'époque Domenech, on a longtemps et beaucoup parlé, parfois
parfois de manière un peu légère. Ça... Non, mais pour les repas halal à Clairefontaine, c'était... on n'a jamais su le vrai du faux. C'était que le repas halal s'imposait à toute l'équipe de France. C'est ça qui posait problème. On n'en a jamais eu la preuve, mais pareil, ça s'aménage. Mais surtout qu'il y a des rapports gouvernementaux, par exemple sur le prosélytisme religieux en fait dans les clubs de sport, et ces problématiques qui sont des vraies problématiques, puisque ça a eu lieu, ça a donné lieu à des rapports interministériels. Maintenant en fait vont complètement être mises de côté parce que pour une problématique futile comme ça, en fait, est lancée dans le débat. Donc je trouve qu'en fait c'est un os à ronger pour des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, qui s'intéressent d'ailleurs pas forcément en fait au bon déroulé du sport. Je trouve ça un peu dommage en fait que le foot soit politique, c'est évident, mais que le politique se serve du sport en fait pour mettre en avant certaines idées et forcément à mon avis pas les meilleures. Moi je suis un peu plus sceptique. Mais juste d'un point de vue strictement juridique, encore une fois, parce que j'ai ma veste d'avocat, elle est bleue, elle est pas noire, elle est bête, t'as vu, mais elle est trouée en plus. Bon bref, le fait d'écarter un joueur parce que du coup, en exécution de sa foi, de sa pratique religieuse, ça s'appelle tout simplement une discrimination. En droit du travail, c'est simple. Sauf si tu as une justification objective. Oui, mais là, quand par exemple, j'ai pas du tout envie de taper sur Camboiré, mais à l'inverse, on a tapé sur d'autres pendant cette période, alors que Camboiré, lui, il a un principe net et clair et qui s'applique à tous de manière uniforme. Quelqu'un qui fait le ramadan ne joue pas. Point. Ça, c'est discriminatoire en droit. Bien sûr que c'est discriminatoire. Tu dois justifier une différence de traitement en fonction de quelque chose d'objectif, non pas uniquement parce que en fonction de sa pratique religieuse. Non, en revanche, la situation serait différente. Déficience, mais justement, mais tu peux dire ne joue pas ceux qui, compte tenu de l'application vers la pratique du ramadan, eh bien sont déficients de manière physique et autre. Mais c'est cette suite qui permet de justifier le choix d'un point de vue juridique. Mais là, tu dis toute personne qui fait le ramadan, le jour ne joue pas. Mais j'en sais rien moi. Concrètement, est-ce que oui ou non, ça dégrade les performances de, je ne sais pas, les 4-5 joueurs concernés dans l'effectif qui font le ramadan? La réponse est peut-être oui pour l'un, mais non pour l'autre. L'application d'une règle stricte et uniforme, en application d'une pratique religieuse, ça s'appelle simplement une discrimination. Pourquoi on ne tape pas, encore une fois, j'ai pas envie qu'on le fasse, pourquoi on ne tape pas sur Camboiré et pourquoi on tape sur d'autres en ce moment? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Tu veux parler de Galtier? Notamment, c'est parti de là, il y a eu aussi ça. Ne bouge pas, c'est l'heure du Classicao. Très bien. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. La polémique Christophe Galtier vous semble-t-elle légitime? Benjamin et David ne sont pas d'accord et c'est Cheryl Guémour qui va arbitrer les débats. Benjamin, tu as 1 minute pour défendre ton point de vue. Merci. Alors écoute, j'étais lancé donc ça tombe bien, je reste sur ma lancée. Effectivement, je trouve qu'on tombe évidemment sur Christophe Galtier, notamment parce qu'il aurait eu des mots dans la gestion du ramadan, etc. Les joueurs qui viennent, donc peu importe. Là, je trouve vraiment que moi, la seule chose qui compte d'un point de vue juridique, c'est les preuves et rien que les preuves. Le tribunal médiatique est la pire des choses, le lynchage public. Aujourd'hui, concrètement, moi je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'éléments. Tout ce que je sais, c'est qu'on tombe sur Christophe Galtier de manière à mon avis honteuse et scandaleuse, et parce qu'il est coach du Paris Saint-Germain. S'il avait été coach d'une plus petite équipe, ça n'aurait intéressé quasiment personne. D'ailleurs, ça n'intéressait personne quand il n'était pas coach du Paris Saint-Germain. Il est lui défendu par des coachs et des anciens joueurs à lui qui interviennent pour prendre sa défense en disant qu'il n'avait jamais vu ou entendu de propos racistes. Et en face, on n'a rien, on n'a plus rien. On n'a personne qui est sorti concrètement pour dire eh ben si, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que m'a fait Christophe Galtier. Donc tout simplement, je pense qu'il fait l'objet d'un lynchage médiatique, ce qui est le pire. Il est présumé innocent, il faut qu'il le reste, y compris dans les médias et dans la presse. Ah bah parfait. C'est la précision, mais c'est mon métier en même temps, j'ai envie de vous dire. David Guzman, à toi. Non mais je comprends bien entendu le fait que la présomption d'innocence soit foulée aux pieds en fait dans cette affaire. D'ailleurs, on a un petit hommage à Hervé Temim qui disait que la présomption d'innocence n'existait pas, d'ailleurs, qui est en France, que quoi qu'il arrive, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu, que l'accusation est indélébile, qu'elle ne s'effacera jamais, et que les gens retiendront bien plus les faits dont un individu est accusé que le fait qu'il soit innocenté s'il est innocenté. Mais moi je trouve que la problématique Galtier, la polémique Galtier est très mal posée. Moi ça me choque que des amis, que Eric Dimeco, que des anciens joueurs, que certains de ses anciens collègues viennent et avancent des vérités sur cette affaire en disant mais en fait on se trompe de problème. On dit quoi? On dit Christophe Galtier, j'ai jamais entendu Christophe Galtier être raciste. Christophe Galtier devant moi
a toujours été impeccable. Christophe Galtier, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, il est au-dessus de toute soupçon sur ce sujet. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que le sujet, c'est pas que Christophe Galtier était historiquement raciste ou pas. Le sujet, c'est que, est-ce que là, dans le cas de l'OGC Nice, est-ce qu'il a eu un comportement répréhensible ou pas? David, et c'est ça la question. C'est l'heure du Money Time, vous avez Normalement, c'est disqualification pour. C'est ma première. 10 dernières secondes. Mais je suis d'accord avec la manière dont tu poses le débat. Pour l'instant, à date, on n'a pas le moindre début du commencement de preuves concrets qu'il a eu des propos racistes à Nice. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour toi, David? Non, le doute doit profiter à l'accusé. J'en suis complètement d'accord, mais j'aimerais bien, je voulais reformuler le débat. Tu l'as fait. Pour moi, en fait, si tu veux, connaître Christophe Galtier depuis 25 ans ne l'exonère absolument pas. Cheryl Guémour. Il prend des notes, hein. C'est du sérieux. L'arbitrage par shérif, c'est pas de la rigolade. Il fait sa liste de courses, là. Il prend pas du tout des notes. Tomates, concombres, maïs. Non, mais d'abord, comment dire, moi aussi j'ai une formation de juriste, donc je m'attache aux faits. On avait une petite discussion avant l'émission, donc comme on dit, il y a peut-être moins que des preuves, mais il y a plus que des indices. Parce que sur ce qui est sorti, vraiment, quand même, il y a des témoignages, un faisceau d'indices concordants, je dirais un faisceau de témoignages concordants. Tu penses à quoi en particulier? Aux joueurs de Nice, à ce qu'a laissé entendre Digard. Alors là, c'est très 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 particulier, parce que la situation actuelle, c'est quoi? C'est que Nice actuellement est en train à mission de sauver le football français pour préserver l'indice UEFA. Donc il y a déjà une grosse concentration, une grosse pression sur le club de Nice. Sur ce, s'ajoute cette histoire. Comment dire, là je suis d'accord avec toi, Benjamin, on n'a pas de preuves. Moi, j'attends les preuves. Je suis aussi d'accord avec toi, David. Sortir des témoins de moralité, ça ne sert à rien. C'est bon, ça peut réchauffer le cœur de Galtier que. Il est pas tout seul. Non, mais ça, c'est des témoins de moralité. Mais à la limite, c'est quand on sort les témoins de moralité que l'accusation se renforce. Moi, je trouve que c'est tant que ça reste privé, ces témoignages de soutien, c'est bien, mais quand ils deviennent publics, moi, je trouve que ça enfonce un peu plus Galtier. Maintenant, comme on l'a dit, sur ce qui est sorti, alors on n'a pas encore les preuves, mais ça reste accablant si c'est vrai. Dans ces cas-là, mais de toute façon, dans tous les cas, il y a une enquête interne déjà à Nice, une enquête interne au PSG, et qui, si se révèle vraie, il y aura sûrement une prolongation judiciaire avec des plaintes, ceci, cela. Mais de toute façon, là actuellement, on est dans l'enquête interne, notamment la plus importante, c'est l'enquête interne à Nice, où on va faire témoigner Digard, l'entraîneur, les assistants et les joueurs. Et là, par contre, ils ont intérêt à s'exprimer. Alors justement, sur le sujet, on va écouter ce qu'en a pensé hier Thierry Henry, c'était sur Prime Video. Quand Digard a parlé, la vérité sortira et c'est parti à... on se concentre sur Brest. Il y a quand même un écart sur 4 jours. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de Nice qui parle. Et pourquoi? Le mot, il est là. La question est là, pardon. Les Niçois ne parlent pas. C'est quand même important. C'est un sujet important, je pense. Shérif? Non, là, je trouve qu'il a complètement raison. Moi, Thierry Henry, il a raison. Non, il a raison, mais il est un peu hypocrite. Il faut y aller, là. Attends, ça va loin. Tu vois que Galtier, il est vraiment attaqué. Là, il faut y aller. Non, mais le foot, c'est comme la mafia. Il y a une omerta dans le foot. Donc, on s'exprime pas comme ça, tout seul, à découvert. Donc, une fois de plus, là, on est dans une séquence européenne et tout. Il y a Nice qui doit sauver le football français, on le rappelle. Donc, on va finir cette parenthèse qui va se finir sur une bonne note ou une mauvaise note, peu importe. Et donc la première déclaration du Digard était imprudente. J'imagine mal un joueur qui aurait des choses à reprocher à Galtier arriver en franc-tireur comme ça devant les micros et dire voilà, il a dit ça, je le jure sur la tête de mon fils ou ceci, cela. Ça se passe pas comme ça. Et c'est bien qu'il y ait une enquête interne. On va interroger les joueurs. Par contre, une fois de plus, cette enquête doit être rendue publique et ensuite on jugera sur pièce. Elle peut avoir une incidence sur la suite de la carrière de Galtier, David? Alors, il y a une enquête interne, non? Parce que je sais qu'il y a une perquisition dans les bureaux, mais parce qu'en fait, moi, les joueurs de Nice, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans une situation inconfortable, dans le sens où le club de Nice a réagi, a dit, mais écoutez, nous, en fait, l'incident est clos, les protagonistes sont partis. J'ai l'impression que le club de Nice n'a pas vraiment envie, en fait, de remettre le sujet sur la table. Mais après, s'il y a enquête de police, bien évidemment, ils vont être obligés, en fait, d'apporter les preuves et de témoigner. Après, incident sur la carrière, ah oui, ben, ça va être. Non, mais après, ce serait
très compliqué. Ouais. Ça serait pire qu'une maladresse que le club de Nice en reste là. Non, il est parti, il n'y a plus de problème. Mais c'est ce qu'ils ont dit initialement. C'est leur première action, c'est que les protagonistes. Idem pour Fournier. Ouais, exactement. Les protagonistes sont partis. Julien Fournier est parti, Christophe Galtier est parti. Non, mais après, c'est aussi la façon anglo-saxonne en fait de gérer les. Non, mais faut pas oublier que le propriétaire c'est Ineos. Ouais, je sais et que voilà, qu'ils ont peut-être la façon de faire une cuisine interne pour régler les problèmes. Et ils ont pas non plus envie, au moment où Ineos est en train de racheter Manchester United, d'avoir en fait des problèmes réputationnels là-dessus. Benjamin, voilà, pour le coup, en sortant complètement de l'aspect juridique, en tout cas, ce qu'on a vu samedi soir, c'est un Galtier qui est hyper affecté, quoi. Vraiment, tu le sens dans sa, enfin, il est l'ombre de lui-même, quoi. Il est complètement renfermé, concentré sur le travail, comme il dit, mais enfin, il est surtout très renfermé. Il était très en retrait sur le banc. C'était surtout Sacramento et Olesia qui donnaient les instructions. Il est sorti avant la fin du match avec un petit mot à Franquet, sans doute pour le remercier. Et après, dans l'interview d'après-match avec Paganelli, tu sentais une vraie émotion dans sa voix. Donc, tu sens vraiment que tu as un homme qui est blessé, touché. Ça se passe mal PSG, ça se passe mal, c'est un raccourci, mais bon, enfin, on sait tous qu'il y avait des débats sur son avenir. Dans la presse, tu lis déjà que son sort est scellé pour l'année prochaine. Putain, le gars, il vit une année franchement hyper difficile. Ça n'a rien de juridique, hein, mais simplement, quand tu regardes l'homme, putain, quelle saison, quoi. T'as pas envie d'être à sa place, quoi. Vraiment. Donc, est-ce que ça a un impact sur sa carrière ? Bah, malheureusement, je crains que oui. Julien Fournier qui a accordé une autre interview qui était publiée tout à l'heure, dans laquelle il explique, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il avait un autre premier choix pour Nice à l'époque. Il aurait préféré recruter Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United. Ouais, non, ça vient après la bataille, tout ça. Ouais, grave. Il fait quoi, la Julien bataille Fournier, n'est pas maintenant finie. Je crois qu'il était à Parme, et je crois que maintenant, j'ai entendu qu'il est en Amérique du Sud. Ah, ok, d'accord. En tout cas, il donne des interviews qui font réagir. Ils vont continuer à faire réagir certainement. On enchaîne.